Donc le sujet du live, passer donc de la peur de parler en public au plaisir de parler en public. Je sais que ça peut en intéresser pas mal parmi vous, que ça peut intéresser. Pas mal de personnes ont besoin de pouvoir s'exprimer dans leur travail, dans leur profession, d'améliorer leur communication aussi dans leur vie personnelle, sociale, dans leur groupe. Bientôt, on aura dans quelques mois les fêtes et donc peut-être l'occasion de faire quelques petits discours. Il y a tellement d'occasions de prendre la parole. Et puis prendre la parole en public, c'est aussi prendre confiance en soi de plus en plus, être capable de faire le pont entre son monde intérieur et le monde extérieur, construire ce pont pour que ce qui vit en nous, ce qui est vivant en nous, puisse prendre forme dans la réalité, dans la matière, et que tu puisses te connecter massivement avec une personne, 10, 100, voire avec les réseaux sociaux maintenant, peut-être des milliers, voire des millions. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à faire un petit coucou si vous êtes présent. On va parler de certains mythes, certaines choses qu'on peut croire et qui nous empêchent de progresser dans nos prises de parole, qui nous empêchent d'être celui qu'on aimerait être lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà eu ce sentiment de se dire, ok, j'ai envie de passer un message, j'ai envie de dire un truc, et je me lève pas, je me manifeste pas, je n'y vais pas. Alors je sais pas pour toi, mais moi ça m'est souvent arrivé dans ma vie, jusqu'à ce que je travaille sur moi de façon massive et que, à certains moments, même quand il y avait des très grosses audiences, je puisse me lever, me manifester pour me faire entendre. Et bien évidemment, au-delà de donner son message et de vivre une expérience particulière, il y a une certaine satisfaction aussi à se dire je suis en harmonie avec mes idées et je n'ai pas peur d'aller les transmettre. Et je pense qu'on a tous des choses à transmettre. Parfois, c'est pas toujours clair pour nous ce qu'on veut donner aux autres. On n'est pas toujours complètement au clair sur notre message, mais plus on apprend à travailler sur soi, plus on réfléchit à nos idées, à nos valeurs, et même simplement, des fois, on n'a pas le choix. On sait que on doit faire entendre quelque chose qu'on porte en nous. Eh bien, plus on va avoir de capacité à être à l'aise, et j'ai envie de dire aussi à être authentique dans notre prise de parole, plus on va avoir du succès. Alors, bien évidemment, dans la prise de parole, ça ne s'arrête pas simplement à être authentique, même si on va en reparler, c'est un très gros point. Quelque chose qui est largement oublié de beaucoup de personnes, c'est que pour être à l'aise dans la prise de parole en public, il faut savoir construire un contenu impactant, quelque chose qui va toucher les gens. Et pour pouvoir construire un contenu impactant, il faut que notre discours soit structuré, qu'il soit organisé pour que nous-mêmes, on sache où on va et que le public puisse s'y retrouver. Parce que, contrairement à un livre, évidemment, où chacun peut retourner un petit peu en arrière dans les pages pour voir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a oublié. Salut Lilian. Salut Lilian, j'espère que tu vas bien. Et dans un livre, on peut retourner en arrière, dans une conférence, dans une prise de parole, dans un live. Alors certes, le public pourra le live le revoir peut-être après, si c'est disponible, mais en tout cas, on peut facilement décrocher, perdre le fil, et si on reste face à la présentation, difficile de recoller les morceaux. Donc c'est à l'orateur, au speaker, de faire comprendre où est-ce qu'on en est de façon régulière et d'avoir structuré un contenu qui soit le plus captivant possible. Parce que aujourd'hui, à notre époque, ce qui est le plus difficile, c'est de capter l'attention du public. On a des sollicitations de partout, pour tout le monde. Il y a des lives tout le temps, il y a des prises de parole régulières, il y en a dans leur boulot régulièrement, il y a des réunions, ils n'en peuvent plus. Donc comment est-ce qu'on peut faire la différence? Comment est-ce qu'on peut se démarquer? Comment on peut faire partie de ceux qui se lèvent et qui vont trouver quelque chose à dire sans être en train de, je vais vous le dire, en train de psychoter et à se demander, ok, lui il a dit ça avant moi, lui il a dit ça, elle a dit ça. En fait, ils ont tout dit, qu'est-ce que je vais raconter? J'ai fait un live il n'y a pas longtemps où je parlais de ce problème, donc je ne vais pas en reparler maintenant, mais simplement pouvoir se connecter vraiment à soi-même, oublier les autres, oublier la version ultime de ce qu'on aimerait représenter comme orateur quand on prend la parole, et se connecter à soi dans un moment de sincérité, accepter de montrer aux autres, bien sûr, le show, la star qui est en nous, mais aussi la vulnérabilité qui est en nous, fait que la connexion va vraiment être réelle. Et c'est là que j'aimerais, salut Muriel, j'espère que tu vas bien, c'est là que j'aimerais casser un premier mythe. C'est le mythe que, en prise de parole en public, la technique, la structure, c'est important, c'est vrai, mais ça ne prime pas sur le tout. Ça ne prime pas sur autre chose. En fait, je vais vous dire même encore plus loin, le contenu que vous préparez. Je ne dis pas qu'il faut rien préparer, qu'il ne faut pas avoir d'idée en soi pour prendre la parole, évidemment, mais euh, le contenu n'est pas le plus important.
Et on pourrait se demander alors, mais ok Fred, c'est quoi le plus important selon toi? Le contenu, c'est pas le plus important. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu veux devenir un speaker qui est libre de s'exprimer comme il l'entend, de se connecter avec les gens et de faire vraiment passer un message qui connecte avec eux, il faut que tu mises non pas simplement sur le contenu, mais que tu mises énormément sur une autre partie qui est le public et ta relation avec lui. Il faut prioriser la relation, la connexion avec les gens pour qu'ils se sentent bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous dire dès maintenant de ne pas hésiter si vous avez des questions qui vous viennent au cours de ce live sur tous les sujets liés à la communication, voilà, pour les poser dans les commentaires. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est une prise de parole de ma part pour délivrer un message, mais cette parole, elle est co-construite comme tous les jours dans notre vie, quand tu parles avec tes enfants, quand tu parles avec des amis, quand tu parles avec tes proches ou dans ton travail. Je ne crois pas que tu prépares toutes tes prises de parole, je te le souhaite pas, sinon ta vie va être très compliquée. Ce serait très compliqué pour moi en tout cas. Et donc on est sans arrêt en train d'improviser, de donner des choses. Et finalement, dans la plupart du temps, j'avais ça quelqu'un m'a dit ça dans un commentaire sur une de mes publicités il n'y a pas longtemps, on fait de la co-création. On co-crée. Eh bien même dans une prise de parole en public, même devant 10, 20, 100 personnes, 200 personnes dans une salle, c'est un exercice de co-création à condition. Alors, ça peut dépendre parfois des circonstances. On pourrait évoquer les conférences TED, par exemple. Mais la réalité, c'est que la préparation du discours et le moment où ça se passe est un exercice de co-création. On crée ensemble. Et ça veut dire que le speaker, dans la mesure du possible, quand il peut avoir accès au public, quand il peut voir son public, ou quand il peut avoir des retours du public, il doit être à l'affût de ça. Il doit aller chercher ça. Parce qu'il est à l'affût de la vraie communication avec eux, de la vraie relation. Et la plupart des gens qui ne sont pas habitués à la prise de parole en public, c'est tout à fait naturel, ont du stress. C'est un exercice qui entraîne un certain niveau de nervosité, de stress. Pendant très longtemps, j'ai eu aussi beaucoup de stress à prendre la parole en public. J'avais les battements de cœur tellement puissants que j'arrivais plus à m'entendre penser, que je me demandais est-ce que j'allais pas me perdre dans le fil de mes idées en 2 secondes, et que j'allais peut-être même pas oublier peut-être le début de ma phrase. Voilà, donc là je suis en train de me dire, attends Fred, du coup, à force de parler de ça, peut-être tu vas oublier là où t'en es. Donc, être capable de gérer son stress, de gérer ses émotions, de gérer sa peur, c'est important, et on va en reparler. On va voir ensemble, on va parler à un moment donné de la pyramide de la confiance en soi pour aider à construire cette confiance. Parce que, encore une fois, on peut avoir le meilleur contenu du monde. Si on n'est pas connecté à son public, ça ne sera pas la même chose du tout. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Isocrate, qui a vécu au temps des Grecs anciens d'Athènes, de Socrate, de Platon. Alors Muriel, tu dis, allez chercher le regard des gens. Ouais, on va reparler du regard un petit peu après. C'est un sujet qui a l'air simple comme ça. Ça peut paraître évident, en effet, il faut aller regarder les gens, mais ça l'est pas. Et j'ai envie de dire même, le savoir est une chose, l'intégrer dans son contenu, dans son comportement quand on prend la parole, en est vraiment une autre. En est vraiment une autre. Il faut une acclimatation, une habitude du corps pour pouvoir y arriver. Mais comme je l'ai dit, je vais reparler un petit peu après du fait d'aller chercher le regard, puisqu'en effet, tu évoques ce point. N'hésitez pas, hein, toutes les idées qui vous viennent, à les partager dans les commentaires. Et puis moi aussi, ça nourrit ce que je peux vous dire. J'aime bien pouvoir rebondir sur vos idées, vos questions. Ça fait partie de cette conversation qu'on a ensemble. Je disais donc que Isocrate, pendant l'Antiquité, était connu pour être un penseur, un philosophe et aussi un champion de la rhétorique. Un rhétoricien. Qu'est-ce que c'est qu'un rhétoricien? C'est quelqu'un qui aime les beaux discours, qui apprend à construire des beaux discours. Et le livre emblématique de l'Antiquité sur le sujet, c'est le livre qui porte ce nom-là d'ailleurs, Rhétorique, écrit par le philosophe Aristote. Voilà, donc il faut comprendre que c'est vrai qu'à l'époque d'Athènes, c'était la naissance de la démocratie. Et donc pour la première fois, c'était plus par la force de l'épée et du combat qu'on allait prendre le pouvoir, c'était par la force de la tchatch, la capacité à parler et à convaincre, à toucher les autres. Bon, évidemment, ça n'empêchait pas aussi derrière toutes les magouilles politiques qu'on peut connaître parfois aujourd'hui et qu'on avait aussi, bien sûr, à l'époque pour se débarrasser d'un adversaire. Mais néanmoins, c'est à cette époque-là, au 5e siècle avant Jésus-Christ, que la prise de parole est devenue un art, qu'on a commencé à écrire des livres dessus et qu'un savoir a commencé à s'accumuler. Eh bien, Isocrate était un rhétoricien très reconnu qui vivait, il écrivait des discours pour les autres, il vivait de ça, et c'est l'un des plus connus de l'époque. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous dis parce que
Il était donc spécialiste de comment je fais un bon contenu pour capter l'attention, toucher les émotions, parler à l'esprit, parler au cœur des gens. Très bien. Est-ce que tout cela est inutile? Bien sûr que non. On a besoin, dans une prise de parole, d'aller comprendre l'être humain. La communication, c'est l'art de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. Et de comprendre les autres. Pour pouvoir, bien sûr, mieux communiquer avec eux, parce que le but, quand même, je sais pas, la vie est plus belle quand on sait bien partager. Et le fait de partager avec les autres, on le fait tous bien sûr depuis qu'on est bébé et de façon spontanée, mais on voit bien qu'il y a des personnes qui se débrouillent, qui se dépatouillent mieux que d'autres, il y a des différences de niveau. Parce que certaines personnes ont compris intuitivement, je sens que je m'éloigne d'Isocrate, certaines personnes ont compris intuitivement comment développer leur appétence, leur capacité sociale pour connecter avec les gens. Mais de tout cela, on peut en tirer aujourd'hui bien des idées, bien des savoirs et les intégrer pour que chacune des personnes qui regardent ce live, par exemple, puisse augmenter sensiblement son jeu et se connecter massivement avec le public qui lui correspond. On ne parle pas forcément à tout le monde, notre énergie ne matche pas forcément avec tout le monde, mais on a peut-être des âmes de cœur, on a des gens qui sont là pour matcher avec nous, mais simplement, ils nous ont encore jamais entendus, ils ne connaissent pas le son de notre voix, et nous-mêmes, on n'a pas encore eu le courage de leur montrer ce qu'on a à leur montrer et qu'on porte en nous, et que parfois nous-mêmes, on a du mal à regarder en face, ou qu'on ne sait pas regarder en face. Isocrate va devenir le leitmotiv de ce live, Isocrate, comme un rythme dans le flow. Isocrate, donc, un jour, il s'est retrouvé à un procès. Il a été accusé sur différents critères, et donc il y avait un vrai procès très sérieux contre lui. Est-ce que ce champion de la rhétorique a pu défendre son beefsteak et a pu aller parler et plaider? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est senti incapable. Malgré son talent fou pour écrire des discours pour les autres, il a été incapable de se défendre lui-même. Il a demandé à un de ses élèves de le faire à sa place. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, Isocrate? Tout simplement parce que, un, il gérait pas sa voix. Or, la voix est une arme de persuasion massive et une arme de connexion massive aussi. Et il faut savoir jouer sur la voix, les intonations, les rythmes, le flow qu'on a dans la voix. Si on le sait tous, si on a une voix qui est comme ça, la monotonie entraîne de l'endormissement, entraîne un effet quasiment hypnotique, et on n'est pas là pour faire une hypnose collective, parce que, à moins que vous leur proposiez à votre public un voyage particulier, un peu méditatif, mais sinon vous risquez de perdre les gens. Or, Isocrate, du coup, il avait une petite voix. Il n'avait pas beaucoup travaillé sa voix. Et puis, il était resté enfermé dans cette personnalité un petit peu timide, sans vraiment essayer de la briser, sans poser les actions pour avancer, sans poser les actions pour s'entraîner à la prise de parole et devenir un vrai speaker, un orateur comme on disait plutôt chez les Grecs de l'époque. Donc, la morale de l'histoire ici, de cette longue histoire d'Isocrate, c'est simplement que oui, on doit connaître, on doit aller chercher comment construire un bon contenu, comment captiver les gens dès le début d'une prise de parole. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je suis allé à une époque de mes recherches dans tout ce qui était le domaine de la persuasion pour comprendre comment est-ce qu'on capte le public, comment est-ce qu'on le touche. Mais tout cela ne peut pas suffire. Et c'est là que je veux briser le mythe. Oui, on a besoin de savoir ça. On doit savoir structurer, on doit savoir faire une belle conclusion, avoir des idées, parce que sinon c'est difficile avec rien tout seul de comprendre comment je fais une conclusion. Par exemple, je conclue un discours et je n'ai pas envie de terminer sur le célèbre voilà, qui est un peu sec, et puis je m'éclipse en 2 secondes, ce qui arrive bien souvent dans les présentations. Mais si je veux éviter ça, je dois avoir des billes pour savoir comment faire une conclusion. Par exemple, une conclusion, ça pourrait être parce que je veux que mon public change un comportement, qu'il fasse une nouvelle action. Par exemple, j'avais une femme que j'avais aidée dans mes coachings, elle avait des conférences à donner autour des dons du sang. Elle voulait pousser les gens à faire des dons du sang, donc une très belle cause. Donc elle faisait sa prise de parole, elle expliquait tout un tas de choses aux gens, qui bien sûr trouvaient ça très intéressant, oui, mais à la fin, l'action, la conclusion, bah, il n'y avait pas beaucoup de résultats, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits pour aller donner son sang ensuite. Et donc la question se posait, mais ok, comment je structure le contenu pour, par exemple, créer des phases de motivation dans mon discours, et comment je motive les gens concrètement, avec quels éléments, pour les pousser, les toucher plus profondément, et les amener à l'action. Eh bien, ça, c'est de l'ordre, on va dire, du contenu et de la structure. Et bien sûr, plus on a de billes là-dessus, plus on va se sentir en confiance. Quand je sais comment capter les gens, je me sens plus en confiance. Mais, le mythe à briser ici, c'est que finalement, ce qui fera la différence,
c'est d'aller chercher les gens, d'aller chercher la relation. Or, dans la relation avec le public, c'est ça le plus important, c'est que les gens aient confiance en vous. Vous pouvez dire un super message, s'ils ne vous croient pas, qu'ils n'ont pas confiance en vous, il n'y a rien qui va en ressortir derrière. Donc la relation devrait être prioritaire. Et, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Alors pour pouvoir le faire, il faut atteindre un concept, un mot qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, tellement, tellement utilisé partout, dans tous les réseaux sociaux, dans le coaching, dans le développement personnel. Un mot qu'on pourrait finir par se demander, mais qu'est-ce qui veut bien nous raconter ce mot? Et je vais vous dire, je me suis posé la question, je ne vais pas vous faire attendre 2 heures, je parle de l'authenticité. Probablement que tu as entendu que c'était bien d'être authentique. Mais pourtant, dans la prise de parole en public, il y a plusieurs écoles qui existent autour de cette question. Est-ce que je dois être vraiment réel? Une question toute simple. J'ai peur de parler en public, par exemple. Et on va parler de la peur de parler en public un peu plus loin dans ce live. J'ai peur de parler en public. Est-ce que je dois le dire à mon public ou est-ce que je dois le cacher et essayer de le masquer au mieux et suivre la fameuse règle qui se résume en anglais en une expression célèbre, fake it until you make it. Fake it until you make it. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée sur cette question. Est-ce qu'il faudrait plutôt essayer de dissimuler les émotions de stress et ne pas, surtout pas en parler, et plutôt essayer d'être dans une posture plutôt de personne confiante et experte de son sujet qui outrepasse sa peur, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait ne pas être dans ce type de posture? Bon, selon vous, hein, chacun est libre bien sûr d'avoir sa propre version, mais je serais ravi s'il y en a qui veulent nous partager leur idée dans les commentaires du live. Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt montrer un visage serein et calme quand on est dévasté par le stress, alors qu'on prend la parole, ou au contraire, montrer ce qui se passe en nous? Alors, je laisse pouvoir le temps si vous y en a qui répondent. Mais pour vous dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai évolué sur ces questions-là. J'ai évolué. Je me rappelle, il y a quelques temps, enfin, un moment maintenant, j'avais écrit un article, justement, et j'étais plutôt dans l'idée enfin, d'ailleurs, c'est pas quelque chose sur quoi j'ai complètement renoncé, si vous voulez. Mais j'étais plutôt dans l'idée qu'il fallait garder pour soi au maximum, bien sûr, ce qu'on ressentait en soi quand c'était de la peur, parce que la nervosité et la peur, Lilian, tu dis les deux, ok. Je te remercie, Lilian. N'hésite pas à développer un peu plus si tu veux. Mais en tout cas, ok, les deux, c'est intéressant. Voilà. Bon. Alors, donc je reviens sur ce que je disais. Oui, j'avais plutôt tendance à dire aux gens que, à part si vous êtes dans un état de psychose totale, vous avez intérêt à ne pas le montrer parce que les gens vont ressentir le malaise que vous avez. Qu'en fait, ça c'est une réalité. Les gens peuvent ressentir le malaise que nous on ressent. Si je me sens mal, eh bien, c'est très contagieux les émotions, ça passe avant la parole. Donc si je me sens mal, les gens vont pas forcément le penser, mais ils vont ressentir. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Et en fait, ce qui va se passer, ça c'est tout à fait vrai, c'est que si dans ma tête j'ai plein de pensées négatives parce que je vais très mal dans ma tête, je me sens vraiment pas bien, alors je vais envoyer une énergie négative sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est quasiment imperceptible. Vous savez, il y a tout ce qu'on appelle les neurones miroirs aujourd'hui dans les neurosciences. Les gens vont refléter intérieurement, sans s'en rendre compte, ils vont refléter en eux les émotions qu'ils voient chez moi. Comme quand nous on regarde un film, les émotions que vivent les personnages, des fois on va les vivre en nous de façon instantanée parce qu'on a ces neurones miroirs qui ont été découverts il y a quelques années maintenant et qui réagissent. Et donc les gens, et le partage d'émotions, c'est ce qui prime. Alors, du coup, si je me sens mal, il va se passer quoi? Je vais voir les gens qui me regardent et je vais me dire, ah ouais, en fait, ils me regardent, ils n'ont pas l'air vraiment ravis d'être avec moi, ils n'ont pas l'air d'être contents d'être là. Ils ont l'air d'être un peu en attente, un peu... Bon, il y a toujours des gens qui sont sympas, qui sourient un peu, mais je pourrais avoir cette crainte. Et en fait, ce qui se passe bien souvent, c'est que comme j'ai envoyé mon malaise aux autres, c'est comme un effet boomerang. Boum, ça me revient à la tête et je crois que les gens ne sont pas contents d'être avec moi. En réalité, ils ne font que refléter l'énergie que je leur envoie. Et donc, on pourrait se dire à ce moment-là, je reprends après ce que tu me dis. Toi, tu dis donc, Indem, tu dis toi le deuxième plutôt. Et Muriel, Muriel je reprends après sur ce que vous partagez. Donc, effet boomerang, je disais, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à se dire,
voilà, que ça le fait pas, qu'il y a un truc qui sent pas très bon dans ce qui se passe. Et pourtant, la sensation pendant la prise de parole que les gens auront est le plus important. Je vais citer un instant juste Zig Ziglar, très célèbre conférencier américain. Peut-être il y en a parmi vous qui le connaissent. Il avait cette formule qui résume beaucoup de choses. Il disait sur un discours, alors c'est pas très optimiste sur le but d'un discours. Peut-être qu'il exagérait un peu. Disait Zig Ziglar, les gens, après votre prise de parole, les gens ne se rappelleront pas de ce que vous avez dit, mais ils se rappelleront de ce qu'ils ont ressenti après votre prise de parole. Ils ne se rappelleront pas de ce que vous avez dit, ils se rappelleront de ce qu'ils ont ressenti. Parce que, en fait, dans un contenu, souvent, on tend à réduire le maximum les idées qu'on donne, parce qu'on sait que les gens vont pas retenir beaucoup de choses. Il vaut mieux donner quelques idées et les nourrir peut-être d'une histoire, de métaphores, d'images, que d'enchaîner énormément de choses. Bon, à moins que les gens après aient bien sûr encore accès à votre contenu, qu'ils puissent revoir les choses. Mais bien souvent, la mémoire, c'est un muscle, entre guillemets, qui se fatigue rapidement. Et on oublie ce qui a été dit dans une prise de parole. Mais par contre, la sensation vécue, elle reste ici. Elle reste là. Et c'est donc aussi ça que nous, on doit aller chercher en tant qu'orateur. Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous me partagez. Alors, donc Indem, tu disais donc toi c'était le deuxième. Alors je me souviens plus, le deuxième, c'était quoi? C'était lequel dans ceux que j'avais donné, je me souviens même plus. Je vous avais dit, je crois que le deuxième, c'est celui qui va partager en fait. C'est ça, hein. C'est celui qui va partager ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Et j'en ai pas parlé encore du deuxième cas en fait. Si c'est bien celui-là, j'en ai pas encore parlé, donc je vais en parler un petit peu après. Muriel, tu dis, selon moi, se sentir sûr de soi et expert dans son domaine, c'est important, voilà, c'est ça que hein. Ce qui n'empêche pas de montrer sa vulnérabilité dans le domaine de la peur. Ok, très intéressant, je te remercie, je vais rebondir aussi dessus, dans le domaine du stress. Yes, j'adore. Je sais pas ce que tu adores, mais en tout cas, ok, c'est bien. Ça veut dire que tu es dans une bonne énergie. Ok, donc en effet, c'est important de se sentir à l'aise dans ce qu'on a à dire. Et bien sûr, je ne peux qu'inciter ceux qui sont en train de regarder ce live et puis tous ceux qui le verront et puis la Terre entière, voilà, peut-être dans quelques années, ce sera des millions. euh, je ne peux que vous inciter, bien sûr, tout comme moi, à à faire vos recherches, quoi, à apprendre, à être bon dans ce que vous faites, à être même passionné, à aller chercher de la passion dans ce que vous faites et à trouver votre alignement dans ce qui fait vraiment sens pour vous, dans ce que vous proposez au monde. Parce que évidemment là, on a l'énergie et on a l'envie d'aller apprendre, d'aller trouver des nouvelles choses. Et l'esprit humain, l'esprit d'un public, j'en parle souvent dans les programmes, c'est les gens sont curieux, on est addict à la découverte de nouvelles choses. Si on répète que des choses déjà vues et entendues 1000 fois, ça peut matcher quand même, en fait. Ça peut matcher quand même, ça dépend comment on va le dire. Mais en réalité, ce qui va faire la différence et ce qui va séduire un public, séduire son cerveau, en fait, ce qui va faire que dans son cerveau, il y a un cocktail de chimie qui explose, un cocktail de dopamine, de plaisir, ça va faire, ça va être le fait qu'il apprend une chose qui va exciter son esprit, qui est tout à fait nouvelle pour lui. Faridou, ok, complètement d'accord. Et alors du coup, bien sûr, il faut travailler son contenu d'un côté, mais en même temps, travailler le contenu, oui, mais partager aussi et être authentique. Parce que aujourd'hui, et je pense encore plus en 2021, où on est tous, je sais pas vous, hein, moi je passe mon temps, je passe beaucoup de temps bah, du coup sur les réseaux sociaux. En plus, je suis pas mal sur Facebook, donc du coup, je vois ce que font les autres. Sur YouTube aussi. Enfin, voilà, on a une avalanche de savoir, d'informations, de divertissement, en voiture, voilà, dans tous les sens. Franchement, à notre époque, ça devient plus compliqué qu'avant de s'ennuyer. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus compliqué qu'avant de s'ennuyer. Bon, après, évidemment, tout dépend de notre état émotionnel, bien sûr, à un moment X, mais quand même, on a, en veux-tu, en voilà, du contenu plein de choses. Alors, ce qui va faire la différence pour les gens, et je parle pas simplement de, bien sûr, de... En fait, si vous voulez, à force que les gens ils aient accès à des réseaux sociaux comme ça, de l'information en permanence, quand on voit quelqu'un qui prend la parole aussi en réel, eh bien, bon, l'effet de la réalité, l'effet que ce soit en présentiel, en réel, fait qu'il y a un niveau plus élevé d'intérêt. La personne s'exprime, elle est là, ça crée une interaction beaucoup plus profonde, ça crée une expérience beaucoup plus forte. Mais en même temps, notre esprit, maintenant, il a appris à voyager à droite à gauche, très facilement. Déjà que de base, se concentrer n'est pas simple. Pour tous ceux qui font de la méditation, vous savez certainement de quoi je parle, hein. Se focaliser sur quelque chose pendant un moment, ça n'est pas simple. Mais alors, aujourd'hui, notre esprit, il a appris à partir, pouf, dès qu'il est saoulé par quelque chose. Et donc, ça va être
ça va être la différence, justement. Très vite, on va sentir quand on écoute quelqu'un qu'il n'est pas authentique. Et s'il n'y a pas l'authenticité, alors on ne va pas créer la croyance dans ce qu'on va dire, et donc on ne va pas créer la confiance dans notre public. Et là, donc c'est vraiment la question d'être le plus authentique possible avec son public. Maintenant, une chose, que ce soit bien, vraiment c'est important, c'est que l'authenticité ne vient pas uniquement de ce que l'on dit. Bien sûr, ça peut jouer énormément, notamment si tu as entendu parler du storytelling, du fait de raconter des histoires, de partager ton vécu. Si tu es un YouTuber, si tu es sur Instagram, pour certains peut-être d'entre vous, si tu es sur Facebook, si tu dois prendre la parole devant des publics, devant des groupes, faire des formations, des animations, à partir du moment où tu partages des choses de toi, bien sûr, tu crées une relation qui n'est plus juste un échange d'informations, mais plus profondément une connexion plus souterraine, donc on pourrait parler aussi longtemps, et l'art de savoir raconter les histoires, de capter les gens et de leur faire vivre une expérience à travers la nôtre. C'est ça qui est important dans le storytelling, hein. C'est faire vivre aux gens une expérience à travers la nôtre. Si c'est juste pour raconter notre vie, ça n'aura pas l'impact. C'est pour ça que ça doit être bien ciselé le storytelling. Mais pour autant, et je reviens sur le point que je disais, être authentique, ça n'est pas simplement faire du storytelling ou raconter des choses sur nous. Bien sûr que ça y contribue. Mais l'authenticité, elle est aussi dans l'énergie qu'on a quand on s'exprime. Elle est dans la qualité de notre présence. C'est juste un état d'être, la présence. Être soi-même, dans toute sa réalité, connecté à soi, et pouvoir libérer le flot vers ce qui vient réellement d'ici. Pas des peurs qui tournent dans le mental, mais réellement d'ici. Et ça, moi j'ai toujours eu... Alors, j'ai toujours été énervé, je sais pas toi, par les gens qui me disent, ok, ça va pas, t'arrives pas à communiquer avec les gens, t'es timide, t'es ceci, t'es cela, tu veux prendre la parole, t'arrives pas à être naturel, mais sois toi-même. Sois juste toi-même et tout ira bien. En fait, être soi-même, la réalité, comment on me disait authenticité, genre, souvent je répondais, ok, mais authenticité de quoi? Ça veut dire quoi être authentique? Je vais montrer tout mon linge sale à tout le monde, je vais montrer tous mes problèmes, je vais montrer mes incertitudes, je vais montrer mes syndromes de l'imposteur, pour le fameux concept du syndrome de l'imposteur, tu sais, où finalement tu te sens pas légitime à dire ce que tu as à dire. Et en fait, on vit tout ça tout le temps en permanence. Et c'est ça peut-être même qui fonde quelque part notre authenticité, où j'ai envie de dire, c'est presque déontologique, c'est notre éthique. On se sent pas légitime, peut-être, bah oui, parce que on se rend pas compte du savoir qu'on a collecté, de la guidance qu'on pourrait apporter aux autres. Et je parle pas de savoir livresque ou de contenu qu'on a appris dans des formations. Bien sûr, ça compte, mais l'expérience de la vie, sur laquelle on arrive à avoir une certaine, pas un savoir. Je pose souvent cette idée-là. Il y a le savoir qu'on va aller chercher à l'extérieur, et moi je suis un addict au savoir, et parfois on peut s'y perdre. Je suis bien placé pour le savoir. Et il y a aussi ce qu'on a appris, non pas par les livres, mais par notre expérience de vie. Non pas le savoir, mais la sagesse. Savoir vs sagesse. Et on peut faire des très bons contenus. J'avais rencontré, il y a un mois, j'ai rencontré une coach spirituelle, une liseuse d'âme, parce que je m'intéresse un petit peu à ces sujets. Donc je suis allé la voir pour lui parler de moi. Et pour discuter avec elle, j'avais un ami à moi qui m'a dit l'avoir rencontré, qu'il avait eu l'impression de parler avec Dieu pendant 1 heure. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Donc j'ai voulu vivre l'expérience. Je suis allé la voir. C'était une expérience très intéressante. Je sens que je suis en train de me perdre. Je sais plus où j'en étais. Je vais reprendre un petit peu après. Je vais regarder vos commentaires, vite fait. Alors, Rose, comment vas-tu? Bonsoir, merci pour ce moment. Comment retenir l'attention de son public en étant authentique? Et yes, Indem, tu vois, tu étais d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'authenticité. Et donc, en tout cas, elle, dans l'échange que j'avais avec elle, elle appuyait vraiment sur cette question-là, hein. D'abord oui, c'est ça, et ça m'est revenu entre-temps. Merci les commentaires d'être là. Vous voyez, c'est important cette conversation ensemble. Elle m'avait dit, elle, un petit peu justement d'oublier les contenus, d'oublier d'aller lire, d'oublier le savoir appris en quelque sorte, de se connecter davantage à ce qu'on a ici. Et c'est ça qu'on doit aller chercher aussi. C'est d'aller puiser, d'aller apprendre à lire dans notre passé, dans notre histoire, pour aller toucher à notre sagesse intérieure. Et être capable de voir que parfois, une expérience vécue, une émotion vécue, nous apporte un message qu'on pourrait transmettre. Et parfois, simplement, on ne se sent pas légitime.
On ne se sent pas légitime à apporter ce message, ou on pense que notre histoire n'est pas digne d'intérêt, et on ne se rend pas compte que ce qu'on pourrait transmettre à quelqu'un peut peut-être lui changer la vie. Et en fait, quand on y réfléchit, on devrait tous le savoir. Parce que je crois que, à part si on a eu beaucoup de chance dans la vie, on a tous croisé à certains moments des personnes qui nous ont dit des trucs, parfois pour le pire, des choses qui étaient difficiles à entendre ou désagréables pour le coup et qui nous ont touchés ou qui nous ont marqués. Ça peut être un enfant, par exemple, à qui ses parents lui disent régulièrement arrête de faire le clown, arrête de faire le malin, quand lui il essaie juste d'être un petit peu drôle et de se faire remarquer. Ça peut être des petites choses comme ça. Ça peut être, j'en parlais dans un autre live, moi, mon expérience, elle m'a pas traumatisé, mais elle m'a aidé à rebondir. Quand j'étais au lycée, en terminale, donc j'étais un ado, personnellement, qui était plutôt timide, qui était réservé, même si je pouvais, dans certains moments, prendre la parole devant les autres, mais alors, évidemment, il y avait zéro connexion avec le public, hein, c'était pas trop le truc, mais c'était évidemment pas évident du tout. Et j'avais du mal à aller voir les gens dans les groupes, tout ça, c'était pas évident. Et je me rappelle une fois, donc je prenais le bus pour aller au lycée, et il y avait un camarade à moi qui était juste à côté là. Enfin, dans le bus, des fois, c'est très restreint, donc il était juste là. Et c'était un élève que je respectais en terminale, que je respectais pas mal, parce qu'il était, je le trouvais très intelligent, très bon en philo, j'aimais bien la philo à l'époque, toujours sympa, mais à l'époque j'étais pas mal dedans. Et donc, souvent, je l'écoutais dire des trucs intéressants. Donc, pas mal de respect pour lui. Et il me regarde, et je sens son regard sur moi. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre d'expérience. Quelqu'un qui vous regarde un peu bizarrement, fixement. Donc, déjà, c'est un peu bizarre, hein. Il était en train de me fixer. Et moi, du coup, ça m'a un peu figé dans mon truc. Et je me suis dit aussi, je savais pas quoi lui dire à ce gars. On s'était jamais parlé de l'année. Je me suis dit, ok, bon, si je le regarde, je sais pas ce que je vais lui raconter. Comment je vais connecter. Parce que souvent, tout à l'heure, on parlait du regard. Muriel, t'as rebondi sur le regard. Mais pourquoi on ne regarde pas les gens? Pourquoi c'est difficile? Souvent, dans nos vies, pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'on sait que derrière, peut-être, il y a une communication qui va s'ouvrir. Est-ce que j'ai envie de parler avec cette personne? Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Peut-être. Est-ce que je vais réussir à trouver, à rebondir de façon pertinente quand je suis avec elle? Donc tout ça, on va peut-être pas y penser, simplement, c'est plus simple, du coup, de ne pas regarder. Et on intègre des comportements comme ça. Et donc lui, il est à côté de moi, et il me regarde, et je ne le regarde pas. Et à un moment donné, peut-être je l'ai regardé à un moment donné, j'ai fini par me tourner, et là il m'a dit, toi tu es vraiment un asocial. Toi tu es vraiment un asocial. Alors, honnêtement, bon, sur le coup, ça m'a pas traumatisé. Euh, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle pas avoir été trop mal par rapport à ça, honnêtement. Mais par contre, je m'en rappelle encore. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué et ça a dû me toucher d'une façon ou d'une autre. Je me rappelle pas vraiment, mais ça a dû me toucher. Mais je sais que l'année suivante, je suis rentré à la fac et que là, j'ai fait en tout cas un effort complet pour aller voir un peu tout le monde, discuter avec tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc de ouf, c'est que ça marchait. Et que ça, le pouvoir de la communication, c'est que du coup, ça a changé mon image que j'avais envers moi-même. Parce que du coup, je me retrouvais au cœur de tout un tas de réseaux de personnes. J'étais le liant entre plein de groupes. Et alors, j'avais changé d'univers, j'étais plus avec les mêmes personnes de mon lycée, donc je pouvais changer d'image plus facilement. C'est dingue comment c'est une question d'image tout ça. Et donc, je me retrouvais dans une autre situation, mon regard sur moi-même avait changé, a changé petit à petit, et le regard des autres, forcément, était différent. Et d'ailleurs, je me disais souvent, mais c'est marrant parce que si quelqu'un qui était dans mon collège c'était la galère de fou avec tout un tas de personnes en quatrième et en troisième, si ces gens-là me revoyaient après, ils pourraient dire, oula, l'imposteur, en vérité, regardez-le comme il était au collège, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Et donc après, j'ai continué mon chemin, j'ai continué à grandir, à évoluer, à vouloir apprendre, et je me challengeais à la fac à prendre la parole en public. Et là, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans, c'était le cœur qui battait à 200 à l'heure, la respiration qui s'accélérait. Et moi, dans ma tête, la sensation que j'ai longtemps eue, c'est l'idée que je vais prendre la parole et que je vais avoir un écran, un mur devant moi dans ma tête qui va m'empêcher de réfléchir. J'aurai plus accès à ce que je veux dire, j'aurai plus accès à ma mémorisation, à ma mémoire, et donc forcément je vais me planter et sûrement je vais me ridiculiser ou ça va mal se passer. Et donc le fait d'être à la fac dans les études qui m'intéressaient à ce moment-là faisait que j'avais tendance à me dire, ok, je veux poser ma question, et en même temps j'ai envie de me challenger aussi. Et donc je le faisais, mais toujours avec le cœur qui battait la chamade. Je vais dire une chose, et je voudrais briser maintenant un deuxième mythe, pour enchaîner. On a brisé le premier mythe que je voulais briser, finalement vous avez rebondi dessus, c'est que la technique, la structure, le contenu d'un discours, même j'ai envie de dire la technique corporelle, hein, on pourrait en parler aussi, hein, comment se tenir quand on prend la parole, gérer sa gestuelle, gérer son corps, tout ça.
Toutes ces choses-là, euh, ok, c'est important, je ne vais pas mentir, c'est important, mais c'est pas le plus important. Loin de là. La prise de parole n'est pas qu'une chose technique, c'est la première chose que je voulais dire. La prise de parole, ce n'est pas faire une performance comme un acteur et essayer de réussir. La prise de parole, c'est être simplement présent soi-même devant les autres et laisser la magie de la connexion se faire. Et ne pas hésiter, si on est dévoré ou gêné par la peur ou le stress, à trouver les moyens sympathiques de le dire. Parce que, et là je rebondis sur ce que Idem tu disais tout à l'heure, quand tu m'as dit que c'était la deuxième option, parce que finalement, l'authenticité, le fait d'être vraiment soi-même et de dire les choses, eh bien, si je ne le dis pas, le public peut le sentir. Si je me mets à avoir une posture d'expert, si en plus par accident, sans m'en rendre compte, je deviens un petit peu arrogant ou nonchalant parce que je vais être Mister Cool avec une main dans la poche, toutes ces choses-là, si le public sent une dissonance, il ressent une dissonance entre ce que je dis avec mes mots d'expert et ma façon de le délivrer, il va y avoir un bug, ils vont se demander ce qui se passe et la croyance va en être diminuée. Donc en réalité, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que, bon, c'est normal d'avoir la nervosité avant de prendre la parole et on peut apprendre à l'utiliser positivement. Quand je prends la parole, j'ai la nervosité. J'en reparlerai un petit peu après. Mais pour autant, si on sent qu'elle est un peu trop présente et qu'elle vient nous gêner, qu'elle peut nous gêner, autant le partager, délivrer cette vérité, parce qu'ensuite on n'est plus dans la sensation qu'on est en train de cacher quelque chose au public. Et le public ne ressent pas non plus qu'il y a un truc bizarre qu'on essaye de mettre sous le paillasson discrètement. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Donc, Muriel, tu me dis, c'est la preuve que tout s'apprend et que rien n'est impossible. Tu en es la preuve vivante, je n'aurais jamais imaginé ça de toi. Ok. Bon, on se connaissait pas quand on était adolescent, Muriel, donc je sais pas. Mais en tout cas, oui, euh, tout à fait, on peut se transformer complètement. Et moi, je vais vous dire une chose, parce que j'en ai marre d'entendre ça. C'est le plus grand mensonge dans la prise de parole que j'entends. Les gens vous disent, parce qu'il y a les acteurs qui disent ça, parce que un tel, parce que on cite tout le temps Sacha Bernard, si je me trompe pas, voilà. Enfin, on cite plein de gens qui disent que le trac, on l'a tout le temps. Le pauvre ministre Dupond-Moretti, il raconte que quand il était avocat, pendant plus de 10 ans, il avait mal au ventre et parfois il allait vomir. Il était mal. Et moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est, mais est-ce que tu as travaillé pour gérer ça? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que si c'est juste d'être en lutte avec soi-même en se disant arrête d'avoir peur, vas-y, tu vas y arriver, c'est pas comme ça qu'on gère la peur de parler en public. C'est une des premières peurs au monde, la peur de parler en public. Et je suis bien placé, en tout cas moi, je l'avais. Et c'est parce que j'ai trouvé mon vaccin et que je peux proposer à pas mal de gens que je me suis dit mais voilà, on peut s'en libérer. Mais simplement, il faut avoir l'envie de passer sa communication, ce lien, ce pont avec les autres, de le construire, de le solidifier. Donc je pourrais évoquer à un moment donné, peut-être tout à l'heure, une petite technique sur la gestion de la peur. J'ai mis j'ai un programme entier, alors qui dure 2 heures, voilà, donc ça va être un petit peu long maintenant. Mais en tout cas, j'ai un programme entier qui s'appelle la stratégie Warrior sur la gestion pure et dure du track. Et donc on a 6 étapes. Et gérer le track, ça demande d'avoir des ressources aussi bien mentales, euh, corporelles aussi au niveau du corps, comment je vais, parce que la peur c'est physique, c'est dans le corps, c'est pas juste dans la tête. Et puis aussi au niveau du subconscient, il faut mettre des process, des choses en place pour qu'au moment où on va prendre la parole, vraiment à ce moment précis, on puisse retourner comme un champion d'aïkido, va prendre l'adversaire, lui faire une prise et le retourner, être capable d'utiliser cette énergie qui monte en nous, de la retourner pour l'utiliser à notre avantage. J'aime bien dire que le track, j'aime l'utiliser pour justement amplifier ma voix quand je parle au public. Il y a une chaise pas loin. Amplifier ma voix pour ma gestuelle, pour donner mon énergie au public. Porter mon message vraiment vers lui. Mais je pourrais faire autrement, je pourrais être tout stressé comme ça et bouger dans tous les sens d'un pied sur l'autre parce que, comme beaucoup de personnes, on bouge souvent comme ça, on se remue un peu dans tous les sens, de façon inconsciente quand on est dans le stress. Ok, et c'est normal. Et je suis passé par là. Et en fait, souvent, il faut amener de la conscience sur les choses. C'est pour ça que c'est important de prendre un moment le temps de se dire, ok, ma communication, elle mérite que je la soigne. Surtout si j'ai envie de m'adresser dans des conférences, à des publics que je veux les toucher. Si à mon travail, je dois faire des présentations, mais si j'ai des choses à vendre, à défendre, des idées à propager, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas soin de la qualité de ma communication alors que c'est peut-être l'outil number one avant tous les autres? Alors, Rose, voilà, bah donc, ouais, voilà,
Ok, non, il n'y a pas de nouveaux commentaires. Donc n'hésitez pas à rebondir évidemment sur ce que je vous dis si vous avez des choses qui vous viennent. Alors, la peur de parler en public, voilà, pour moi c'est un vrai poison. Et je pense que la plupart des gens, et en fait on se sent tous différents là-dessus, hein. Chacun va dire, ok, mais moi mon problème est tellement spécifique, je suis tellement quelqu'un d'unique au monde, que moi ça ne marchera pas. Hein. Moi, il n'y a rien qui pourra faire que. Parce qu'en réalité, c'est souvent un problème qu'on a depuis longtemps, depuis l'enfance. Je suis coach de la prise de parole en public et en même temps je suis enseignant à mi-temps. Mais j'ai derrière moi 15 ans d'enseignement. J'ai enseigné pendant plusieurs années aux élèves la prise de parole en public et en leur faisant faire des concours d'éloquence. Eh bien, à cet âge-là, évidemment, dès le lycée, la peur de parler en public, elle est déjà présente, elle est déjà très très ancrée. J'avais une élève dans un exercice qui, avec trois quatre personnes, refusait de se lever pour aller faire l'exercice avec eux, pour parler juste 1 ou 2 minutes. Mais pourquoi pas? Ça peut se comprendre. Puisque en effet, c'est une peur qui peut être très très forte. Mais tout ça pour dire que ça commence très tôt. Mais pour autant, ce serait une croyance extrêmement limitante de croire qu'on ne peut pas se transformer et évoluer là-dessus. Et je ne me base pas que sur ma propre transformation. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir, ceux qui sont curieux de ce sujet-là de façon plus spécifique. J'avais mis une vidéo avec une interview justement d'une ancienne cliente, Amélie, qui racontait 30 années où elle prenait pas la parole en public. Peut-être Amélie, si tu croises ce live, je te salue. 30 années de peur de parler en public. Et puis on a pu shifter ça et elle a pu faire une conférence et surtout, elle a pu prendre la parole et prendre du plaisir et avoir envie de recommencer. Et même maintenant, elle fait des podcasts, etc. Donc, oui, on peut tous se transformer et évoluer là-dessus. La seule question, à un moment donné, c'est de prendre la décision de le faire. C'est d'oublier un peu les croyances de... Vous savez, c'est le syndrome du flocon de neige. Les flocons de neige, ils sont tous pareils quand on les voit de loin, mais quand on les regarde au zoom, les cristaux sont tous très différents. Chacun pense avoir un problème très différent des autres. Mais à la fin, quand on met tous les flocons de neige ensemble, on a un joli bonhomme de neige et on voit pas la différence. Et en fait, on se sent tous différents dans nos problèmes bien souvent. Mais la réalité, c'est aussi qu'on n'a pas forcément le chemin, la bonne guidance pour mettre des actions massives à un moment donné. Et donc, je vais vous raconter, d'ailleurs, ça rebondit, mais je voulais vous raconter juste le cas de quelqu'un avec qui j'ai discuté qui était hypnothérapeute par rapport à ce problème. Alors, Rose, comment tu t'y prends pour te servir du trac comme un avantage? Ok. Concrètement, comment tu fais pour gérer le trac face au public? Ok, donc un truc concret. Je vais donner ça juste après. Ça marche. Juste, donc je donne un exemple d'un autre mythe. Ok, que je vais faire tomber rapidement. Parce que, alors c'est pas vraiment un mythe à 100%. Mais il y a des personnes qui, au fur et à mesure d'années et d'années et d'années de prise de parole, et de souffrance parfois, dans le trac et dans le stress, et dans finalement le niveau aussi de délivrance qui est forcément réduit dans le message, parce que quand on est stressé, on n'est pas aussi pertinent que quand on est soi-même et qu'on peut dire ce qui nous vient, et qu'en plus on prend du plaisir à le partager avec le public. Et donc, cette femme, hypnothérapeute, on avait échangé ensemble, et elle me racontait que avant d'être hypnothérapeute, elle me contactait autour de la prise de parole, hein, parce que c'était encore un problème pour elle. Mais pendant plus de 10 ans, elle avait travaillé dans la justice. Elle était experte. Elle faisait en fait, dans les procès, elle faisait le profil, non pas psychologique, mais le profil sociologique des accusés. D'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, quel était leur environnement. Et donc, il fallait qu'elle prenne la parole dans ces procès devant donc un vaste public, le jury, etc. Et en plus, à la fin, il y avait parfois des interviews auxquelles elle devait répondre. On lui faisait des demandes d'interview pour qu'elle dise son commentaire. Eh bien, parfois, elle en vomissait, elle en avait mal au ventre. Et ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'au bout de 10 ans de ce régime, entre guillemets, elle n'avait pas été guérie et vaccinée. Le problème était toujours présent. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être que si on ressent trop de stress et qu'on ne se sent pas purement soi-même à être capable de guider une prise de parole vers notre objectif et en même temps de connecter massivement avec le public, à ce moment-là, il faut se dire, ok, il y a des solutions qui existent. Peut-être que si j'en ai le besoin, si j'en ressens le besoin, si peut-être même j'ai envie de me développer en tant qu'être humain pour pouvoir partager davantage, alors c'est ma responsabilité de prendre ça en charge. Et donc, responsabilité de prendre ça en charge, tu as donc tout à fait raison, Rose, de me poser ta question. Donc je ne vais pas en effet vous expliquer en long et en large toutes les stratégies, les techniques. On peut en trouver pas mal sur Internet. Le problème, c'est de trouver des choses qui sont cohérentes les unes avec les autres aussi, pour faire une méthodologie simple.
Juste, je vais te donner une technique vraiment, hein, parce que là, je parle, il y en a qui doivent se dire, ok, il me la donne quand, sa technique? Moi, je suis comme ça des fois. Je dis, attends, donne-moi ta technique. Ah, mais il y a des choses à expliquer. Juste d'un mot quand même, je suis désolé, juste d'un mot. Évidemment, tu seras d'autant plus à l'aise, Rose, et tous les autres qui sont intéressés par la question de la peur de parler en public. Tu seras d'autant plus à l'aise quand tu maîtrises bien ton contenu. Parfois, on peut parler aussi sans connaître son contenu. Mais donc, si tu as des idées de comment on peut structurer un peu une prise de parole intéressante, il faut avoir des idées de base quand même. D'accord? C'est une réalité. Plus on en a, plus on sait que même en improvisation, on a notre moule, en quelque sorte, notre moule à gâteau. Et puis, on envoie la pâte. La pâte, c'est nos idées, c'est ce qui nous vient du cœur. Et puis, ça suit le moule. Et puis, boum, ça nous fera un gâteau qui a une jolie présentation à la fin. Ça, c'est important. Et plus on sait le faire, plus on se sent à l'aise. Plus on apprend aussi à gérer son corps, à pas bouger n'importe comment, etc. Plus on va aussi être rassuré, si on veut. Maintenant, néanmoins, c'est pas ça qui va freiner la montée de la tension dans son corps, vraiment, quand on prend la parole. Alors, que ce soit, maintenant j'entre dedans, que ce soit parce que je dois prendre la parole devant un public. Je dois faire un live sur Facebook, comme maintenant par exemple. J'ai un entretien avec un patron ou avec mon boss. J'ai un entretien avec des clients, des gens qui comptent. Dans toutes ces situations-là et dans d'autres, je pense à la relation, à la rencontre amoureuse peut-être aussi. Dans toutes ces situations-là, en tout cas, on peut avoir une montée d'adrénaline, une montée de cortisol, des hormones qui sont liées à la peur et au stress. Et à ce moment-là, on va les ressentir physiquement dans notre corps. On va commencer à prendre conscience que la peur ou le trac se manifeste. Et en général, donc ça peut être, je ne sais pas quels sont tes symptômes, Rose. N'hésitez pas à me partager, vous, quels sont les types de symptômes quand vous sentez quand vous avez à prendre la parole ou que vous devriez la prendre, que vous y alliez finalement ou pas d'ailleurs. Mettez-moi dans les commentaires quels sont les types de symptômes que vous pourriez avoir par rapport à la peur de parler en public. Je rebondirai un petit peu dessus aussi. Mais donc, on va chacun avoir nos symptômes. Et la première chose, en fait, le premier conseil, le conseil rose vraiment que je vais t'inviter à avoir, c'est de te dire, euh, il faut shifter, il faut modifier complètement ton appréhension de la peur. Il faut que tu la relabellises différemment. Ce que je dis n'est pas du tout un artifice, tu vas comprendre, c'est extrêmement puissant. C'est une opération qui a lieu dans le mental, dans la tête. Il faudra la pratiquer à chaque fois que ça arrive, et plus tu vas la pratiquer, plus tu vas en sentir les bénéfices. Et moi, c'est la technique que j'utilise encore, non pas parce que maintenant je psychote dans la peur quand je dois prendre la parole, mais je ressens aussi une énergie qui monte en moi. Et la peur est avant tout une énergie. Et il faut la relabelliser et changer son nom. Arrêter de l'appeler peur et l'appeler justement énergie, énergie positive. Et considérer que ce qui monte en toi, c'est ce qui va te guider, te porter vers une parole qui aura du succès. Vers une parole qui va connecter avec les gens. Et que cette énergie, tu en as besoin. Parce que si tu parles devant ton public et que tu es un peu en mode un peu mou, tu sais, comme ça, voilà, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Déjà d'emblée, il y a un problème. Déjà d'emblée, on n'a peut-être pas trop envie de t'écouter. D'accord? Je mets mon exemple, je n'ai pas envie de le faire trop longtemps parce que même moi, ça va m'ennuyer. Voilà. Donc, il faut être porté par une énergie. Et c'est bien d'être soucieux de sa prise de parole et d'avoir cette montée en soi. Et au lieu de vouloir la diminuer, on peut même cultiver de vouloir la faire augmenter. Tu vas avoir l'idée. Mais pour bien te faire comprendre que c'est quelque chose qui ne s'appuie pas sur rien, que ça s'appuie sur l'expérience de plein de gens qui ont réussi à réduire leur peur, et que ça s'appuie aussi sur des recherches scientifiques. Je vais prendre un petit instant pour vous raconter une belle recherche scientifique des années 70 qui a ouvert un champ de recherche dans les sciences, à tout un tas de trucs, encore jusqu'à aujourd'hui. L'expérience a eu lieu aux États-Unis, on est dans les années 70, et on fait venir des personnes dans un endroit, je ne sais plus si c'était une université, pour leur dire, voilà, on a créé un nouveau médicament qui permet d'améliorer la vision, la vue. Donc les gens ont des problèmes pour les yeux, donc ils y vont. Et là, on leur dit, ok, on va vous injecter un produit, et puis ensuite, on va vous faire attendre dans une salle. Alors, on connaît tous ça maintenant aujourd'hui avec les histoires de Covid et compagnie. Hein, on teste le truc, on l'attend après. On va vous faire attendre, et on va voir ensuite si, au niveau de vos yeux, ça va mieux. Bon, en réalité, l'expérience n'avait rien à voir avec la vision, mais ça, on leur a pas dit. Donc, les gens, on leur injecte le produit, et ensuite, on les divise en deux groupes. Et on les met dans deux salles différentes. Chacun dans sa salle. Et dans la première salle, à l'insu de tout le monde, il y a quelqu'un qui est un acteur et qui va simuler, il fait croire à tout le monde en fait qu'il se sent trop mal.
Il commence à dire, ah, je me sens pas bien avec ce produit, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, je me sens stressé, ah, c'est horrible, etc. Dans l'autre salle, on va avoir un autre acteur aussi, à l'insu des autres, qui lui va faire l'inverse. Et lui va être en mode, je me sens trop énergisé, je me sens trop bien avec ce truc-là, c'est dingue. J'ai envie de faire plein de choses, je me sens que j'ai plein d'audace, plein d'énergie. Et donc, ce qu'on a pu voir, et peut-être tu t'en doutes, c'est que lorsque les gens sont sortis de la salle, les gens ont eu tendance à reproduire, à mimer, en fait, à dire qu'ils avaient ressenti la même chose que l'acteur qui était avec eux, dont ils ignoraient l'identité d'acteur. Et donc, ceux qui avaient été avec la personne stressée ont ressenti le stress, ceux qui étaient avec la personne positive et énergisée ont ressenti l'énergie. Et maintenant, révélation, attention, révélation, qu'est-ce qu'il y avait dans l'injection qu'on leur a fait à ces gens-là? Des fois, on me dit, il n'y avait rien, il y avait de l'eau, etc. Non. Il y avait de l'adrénaline. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est cette adrénaline, mais en fait, c'est une hormone qui est générée lorsqu'on est dans la peur. Notre corps envoie un shoot d'adrénaline pour nous dire alerte, danger, prépare-toi à te battre, à combattre contre un ennemi, etc. Mais sauf que, vous l'avez compris depuis que je vous parle, votre public n'est pas votre ennemi. Bien au contraire, ce sont vos amis, vos frères, vos enfants, ce sont vos proches, et vous devez leur apporter de l'amour et pas de la colère, de la haine, parce que vous êtes obligé d'être devant eux, parce que vous vous sentez mal. Et donc, ce qu'on a pu voir avec cette première recherche, qu'on a donc lancé d'autres, c'est que finalement, ce qui comptait le plus pour les personnes, c'était pas ce qu'elles pensaient dans la tête, pardon, c'était pas ce qu'elles ressentaient dans leur corps, parce que oui, elles ont toutes ressenti l'effet de l'adrénaline dans leur corps, donc voilà, elles ont tous ressenti ça, mais ce qui comptait, c'était l'interprétation mentale ensuite qu'elles ont faite de ce qui se passait en eux. Et pour ceux qui ont dit c'était horrible, et pour ceux qui ont dit waouh, ça m'énergise, ça les a énergisés de façon positive. Et je raconte souvent pour essayer de mettre ça sous une forme plus métaphorique, un peu plus concrète pour les gens, pour cette expérience-là. Je vais te dire, Rose, tous ceux qui sont présents, dites-moi, est-ce que vous aimez bien faire du grand 8, aller dans les parcs d'attractions et tester les loopings, des trucs comme ça? Alors, je vais pas vous raconter mes expériences à Disneyland Paris quand j'avais fait quoi? C'était le train d'Indiana Jones. Et il y avait un looping, j'en avais jamais fait de ma vie. Ouais, bref. Non mais, ok, si je vais vous le dire quand même, j'avais fait un looping, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais hyper stressé. On a terminé avec mes amis, on a terminé le looping. J'étais avec les yeux fermés dans le truc. En plus, le train allait à l'envers, donc c'était sympa comme première expérience. Et après, le gars qui était à l'entrée du manège, il nous a dit, mais vous pouvez le refaire, il y a personne. Donc je l'ai refait un peu poussé par la pression du groupe, et je l'ai refait 4 fois. Et à la fin, j'étais en mode, je voulais absolument avoir les yeux ouverts pendant l'expérience. Est-ce que je vivais plus rien? Ben si, bien sûr que je vivais quelque chose. Je check juste sur les commentaires. Voilà. Est-ce que je vivais quelque chose? Bien sûr. Quand on fait un grand 8, même si on n'est pas dans la panique, on vit des émotions, on vit des choses. Et j'ai envie de te dire, la prise de parole, c'est pareil. Il se passe une montée d'énergie en toi. À toi de déterminer comment tu choisis de la vivre. Et moi, quand ça arrive, je pourrais tout à me faire rentrer dans le bad trip, de me dire, ok, c'est le cauchemar du track qui commence, comment je vais faire, mes mains deviennent moites, etc., etc. Je vais me mettre à piétiner, à être mal, etc. Genre mal au ventre, mais je pourrais me mettre aussi dans un autre type d'émotion, de me dire, c'est mon énergie qui arrive, je veux qu'elle se manifeste, j'ai besoin d'elle quand je vais m'exprimer, c'est plus ma peur dans ma tête, c'est mon énergie et je vais l'utiliser pour le meilleur. Si parmi vous, il y en a qui ont suivi le manga, le dessin animé Dragon Ball Z, j'ai été un grand fan de Dragon Ball pendant longtemps, les personnages avant de se battre, pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront le truc, ils font monter leur énergie autour d'eux. Il faut exploser leur énergie, c'est tout d'ailleurs tout le délire dans ce dessin animé, d'aller toujours plus loin dans la montée d'énergie pour se battre. Eh bien, dis-toi une chose, c'est que ce que tu as appelé peur jusqu'à maintenant, Rose, en réalité, c'est ton énergie qui monte. Et au lieu de lutter contre elle et de vouloir la réduire et la faire disparaître, ce qui est impossible, tu ne peux pas sur commande lui demander de disparaître, il faut que tu la surprennes et que tu changes son nom, tu commences à la transformer. Et ça, rien que ça, teste-le régulièrement, tu vas voir que ça marche. Je vais te donner un. J'avais écouté une conférence il y a quelques temps, une interview sur YouTube. Comment il s'appelle? Je me souviens plus. C'est un ancien Navy SEAL, c'est une armée d'élite des Américains. Et un Navy SEAL, et il racontait les guerres au Moyen-Orient. Bon, qui font? Je ne sais plus dans les détails si c'était en Afghanistan, si c'était en Irak, je ne sais plus. En fait, ce qu'il racontait, c'est lié à ce qu'on va dire, c'est que les soldats, quand ils allaient à l'assaut,
pour se battre, qui vont au combat eux-mêmes, ils sont en mode guerrier. C'est eux les chasseurs. Et à ce moment-là, ils n'ont pas peur. Ils sont là, ils sont à l'affût, comme un chien de chasse, et ils y vont, et ils sont shootés par l'excitation d'y aller. C'est pas forcément très glorieux, ça on est d'accord, ok. Mais par contre, il y avait d'autres moments où ils se retrouvaient dans les montagnes, sur les petites routes. Et sur les petites routes, ils regardent à gauche pour moi, ou à droite, et ils sont dans la peur parce que on peut les attaquer de partout dans les montagnes. Et là, ils sont en train de guetter le stress. Et du coup, les instructeurs des Navy SEAL ont commencé à réfléchir comment est-ce qu'on va dire à nos soldats de changer d'attitude. Et l'idée qui a été donnée, ça a été de leur renseigner justement à repasser en mode, non pas en mode proie, en mode victime, victime de ce qui se passe, mais à passer en mode chasseur. Et donc, dès qu'ils vont voir un petit quelque chose dans les montagnes, pendant qu'ils sont dans leur petit convoi, là, dans ce petit couloir, sur la petite route, ils vont être prêts à passer à l'action. Ils sont énergisés pour passer à l'action. Et ils passent en mode chasseur. Eh bien, en fait, j'ai envie de te dire, quand l'énergie se manifeste, la peur se manifeste, j'ai envie de dire l'énergie plutôt, moi, à ce moment-là, voilà, dis-toi, moi, avec ma peur, je ne crains rien, finalement, je passe, je ne suis pas en mode, est-ce que je suis une victime de ma peur qui se manifeste, mais je suis en mode, je vais la traquer, ma peur. Je vais lui faire la peau, entre guillemets, et pour moi, elle n'a même pas lieu d'être ou d'exister, et je vais même l'inviter, je vais la défier, ma peur. Je vais lui dire, mais vas-y, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Tu vois, vraiment, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à tester et à faire. Vas-y, j'en veux plus. Monte mon énergie, j'ai besoin de toi. Monte, monte davantage. Défie cette énergie à monter toujours plus loin. Parce que quand tu vas faire ça, il va se passer quoi? Première chose, ta peur va pas augmenter pour autant. Parce qu'il suffit pas de demander à son cerveau quelque chose au niveau des peurs, du stress, pour que ça se passe. Donc la peur va pas augmenter. Et ton cerveau, deuxième chose, il va bugger, lui. Et ça, c'est tout à ton avantage. Parce que quand tu es dans la peur, normalement, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il est habitué à être en mode victime. Et en mode, comment en sortir? Vite, trouvons une fenêtre de sortie pour s'enfuir. Là, tu changes complètement, tu es en train de la défier, de lui dire que vas-y, tu peux être là et même tu peux monter. Ton cerveau, il n'est pas habitué à ce que quand tu vives des sensations qu'on évoque, donc de peur de parler en public, dans ton corps, qu'en même temps, tu sois en train de le défier. Et rien que ça crée un bug qui fait que ça aide, sans même tellement te rendre compte, un peu à réduire la peur. Plus tu vas le pratiquer, plus ça va être efficace. Et évidemment après, il y a d'autres outils, mais alors là, ça pourrait être très long. Il y a d'autres outils, hein. Moi, j'ai évoqué la stratégie Warrior que je propose dans mes programmes, qui permettent de s'en sortir. Alors, je vais regarder un petit peu. Ok, euh, on a encore un petit peu de temps devant nous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire, Rose, aussi, si ça te parle, si tu es prête à essayer cette technique, si parmi vous, il y en a qui ont envie d'essayer d'appréhender justement les moments de prendre la parole. Ça peut être pour aussi faire une vidéo pour un live, hein, sortir le stress et se dire, ok, je ressens ça qui monte en moi. N'hésitez pas, si ça vous parle, aussi à le partager dans les commentaires. Mais c'est une technique qui est vraiment, vraiment intéressante, qui marche très bien, qui marche pour moi, qui m'a fait énormément de bien aussi. Je l'utilise quasiment tout le temps. Voilà. Même si, encore une fois, je ne suis plus dévoré comme avant par la peur, mais on ne sait jamais. Parce que tout dépend de l'enjeu aussi de la situation. Et tout dépend aussi de notre niveau de préparation. Donc c'est pas mal d'avoir des outils intéressants, des outils comme celui-là, pour pouvoir travailler là-dessus. Alors, je vais vous présenter dans un petit schéma ici, justement, une façon un peu plus profonde dans le sens où le track, c'est quelque chose qui est sur l'instant, d'accord? C'est soigner un problème à l'instant T, mais la confiance en soi, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus profond. La confiance en soi, c'est lié à nos compétences, avoir confiance dans ce qu'on fait, dans nos domaines d'action. Et quand on manque de confiance, souvent on ne va pas oser faire quelque chose. Donc on va voir justement comment est-ce qu'on peut construire la confiance en soi. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, on a différentes étapes pour construire la confiance qui se nourrissent les unes les autres mutuellement. Et donc, j'appelle ça la pyramide, je tourne un peu la caméra, la pyramide de la confiance en soi. Je vais commencer ici par le A, parce que c'est peut-être la chose la plus évidente quand on parle de prise de parole en public. Il faut être guidé en prise de parole en public si on veut avoir des progrès massifs et qu'on est bloqué. Mais néanmoins, c'est mon avis, mais néanmoins, il faut s'entraîner aussi beaucoup. S'entraîner pas forcément devant un public, et surtout pas peut-être dans un public hostile quand on veut commencer,
mais il faut de la pratique. Et donc, ici, la première des choses, Rose, ça te parle apparemment? Yes, bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On pourra peut-être en partager d'autres. On verra, il y aura d'autres lives. La première des choses, c'est que pour pouvoir développer sa confiance en soi, il faut démultiplier les actions. D'accord? Les actions, c'est ce qui va mener au dépassement de soi. Le fait que je me dépasse en tant qu'être humain, que je fais quelque chose que je n'ai jamais fait, que je sors de ma zone de confort pour rentrer dans la zone. Vous savez, la zone de confort, c'est celle dans laquelle on est habitué, on est bien. Et d'ailleurs, dans la prise de parole, je ne dis pas qu'il faut quitter la zone de confort. Il faut plutôt l'élargir. Il faut que vous soyez bien. C'est agréable d'être authentiquement soi-même avec les autres et de parler des choses qui nous sont personnelles quand on communique. Bah finalement, quand moi je raconte une histoire perso, je suis dans ma zone de confort. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc faire des actions qui vont m'aider à sortir de ma zone de confort de temps en temps. Et quand je sors de ma zone de confort, je rentre dans la zone d'apprentissage. Je commence à apprendre, à vivre des nouvelles expériences, à faire des tests. Des résultats qui peuvent être bons, qui peuvent être moins bons, que je vais aborder comme des résultats, comme un scientifique qui met sa blouse blanche. Alors évidemment, c'est tout un travail sur le mental aussi, derrière aussi à faire là-dessus. Et mes actions, notamment quand elles réussissent, mais aussi quand ça marche pas, mais que je me dis, ok, j'ai testé, je retesterai derrière. Ou j'ai testé, je peux modifier ça c'était pas mal. Les actions, on peut en tirer une émotion qui est extrêmement importante, qui est même essentielle pour n'importe qui veut progresser en prise de parole ou qui veut progresser sur sa confiance en lui. C'est la fierté. L'émotion de la fierté, elle est essentielle et il faut prendre le temps de la vivre. Et souvent après une prise de parole, il y en a qui vont me dire, ok, en fait, ça s'est très mal passé. Je suis pas content. J'ai pas pu dire ça, j'ai pas pu dire ça, j'ai pas pu dire ça. Les gens ont dû voir que j'étais stressé, etc., etc. Bref, tu l'as compris, les gens souvent n'en retirent que les choses négatives, ou c'est ça qu'ils veulent mettre en avant. Et souvent d'ailleurs, quand ils veulent mettre ça en avant, quand ils s'expriment après un discours avec leurs amis, par exemple, en disant ouais, j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça. Souvent, c'est parce qu'ils pensent que les autres vont leur dire ça en fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà projeté du stress, des idées négatives de ce que les autres peuvent penser de leur prestation, et donc ils veulent devancer pour atténuer l'effet. Peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent ça. Moi, je connais. Voilà. Et donc, il est important de cultiver sa fierté. La fierté, pas de se tourner les pouces dans son canapé, à rien faire, même si c'est très bien des fois, et d'ailleurs peut-être que des fois on peut être fier de, quand on travaille trop, de se tourner les pouces dans le canapé. Donc je retire ce que je viens de dire, c'est bien de prendre du temps pour soi aussi. Mais la fierté de faire des choses qui nous sortent de la zone de confort, et que ça se passe bien ou mal, eh bien il faut prendre le temps de se baigner dans l'émotion. Je ne vais pas surdévelopper ça, mais quand on se baigne, je fais quelque chose qui est bien, je suis content. Et maintenant je fais un live, je suis content de mon live. Eh bien, je vais m'immerger ensuite dans cette émotion. C'est pas se la raconter, c'est pas se mentir à soi-même. C'est vivre une émotion corporelle pour qu'elle s'ingramme, qu'elle s'incruste en nous, dans notre chair, et qu'ensuite elle nous permette de refaire des nouvelles actions plus facilement et d'être porté avec une meilleure énergie la prochaine fois qu'on fera les actions. Donc la fierté, c'est une émotion très importante. Et c'est une émotion qui va amener quelque chose, un impact dans la tête. Cet impact, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent parmi vous? Parce que le fait d'avoir régulièrement de la fierté peut bien entraîner dans la tête. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Le fait d'avoir de la fierté, qu'est-ce qui peut shifter un petit peu? Qu'est-ce qui peut bouger en nous, dans notre esprit, dans notre mental, dans notre façon de nous voir ou de nous percevoir, qui peut faire qu'on est un petit peu différent? Alors, je vais vous dire, peut-être on verra s'il y a des idées qui viennent après. Ce qui peut faire la différence, justement, c'est que simplement la fierté va nourrir mon estime de moi. L'estime. L'estime de soi. La valeur que je m'accorde à moi-même. Quelle valeur j'ai en tant qu'être humain. La confiance en soi, c'est souvent pour une compétence. Par exemple, je peux avoir confiance en moi sur la prise de parole en public, mais je peux être en peur panique quand il s'agit de faire un saut en parachute. Ou d'aller, je sais pas, nager dans je sais pas quoi. Ok. Ou de faire telle ou telle épreuve, d'aller jouer à un jeu de mémoire si je sens que j'ai pas confiance dans ma mémoire. Tout dépend. Mais on a tous des zones, il suffit de prendre les matières qu'on avait quand on était à l'école. Il y a des zones dans lesquelles on était en confiance et d'autres où on n'était pas en confiance. Puis parfois on n'était pas en confiance du tout dans l'école, tout simplement. Ça arrive aussi. Mais en tout cas, l'estime de soi, c'est quelque chose dans la tête qui fait qu'on se sent
un peu meilleur et qu'on va donc oser davantage. Donc c'est important, en cultivant la fierté en tant qu'émotion, physiquement, ça va élever peu à peu notre estime de nous-mêmes. Et si j'élève mon estime de moi-même, je vais nourrir l'amour que j'ai de moi-même, l'amour de moi. Est-ce que je m'aime ou pas? Alors c'est sûr qu'on ne se fait pas forcément tous des déclarations d'amour devant son miroir. Peut-être que tu devrais essayer parce que des fois c'est pas mal. Alors il ne s'agit pas juste de se dire qu'on s'aime, pourquoi pas. Ça peut avoir un impact énergétique et même physique de se le répéter plusieurs fois devant son miroir en s'énergisant. Mais l'amour de soi, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Ça se construit souvent simplement par le rapport aux parents, d'abord. Est-ce qu'on nous a aimés pour ce qu'on arrivait seulement à faire et à bien réussir, ou est-ce qu'on nous a aimés inconditionnellement, même quand on faisait des conneries? Sans nous dire que c'était génial de faire des conneries, bien évidemment. Mais est-ce qu'on a ressenti cet amour-là? Alors évidemment, cet amour de soi qui peut venir des parents, euh, ensuite il va nous nourrir quand on évolue. Des fois, on n'avait pas de représentation parentale pour incarner ça. Mais néanmoins, l'amour de soi peut se cultiver. Et plus j'ai une estime de moi-même qui est forte, plus peu à peu je vais pouvoir m'aimer moi-même. Et il ne s'agit pas encore une fois de se faire des déclarations mentales à soi-même régulièrement, mais simplement, on sait qu'on a de la valeur et que malgré les coups durs, moi je vais vous dire, quand j'étais adolescent, je pouvais être en colère parfois contre moi-même, puisque j'étais bloqué dans mes communications. Il y avait des groupes, j'avais envie d'aller leur parler, et je n'arrivais pas à m'intégrer bien comme je voulais. Euh, donc j'avais une frustration par rapport à ça. J'avais une frustration. Et je pouvais avoir de la colère contre moi des fois. J'étais pas du coup dans la fierté et l'estime de moi, elle pouvait varier, d'accord? Je vais pas dire que c'était tout le temps en donne, c'est pas vrai non plus, mais ça pouvait varier. Il y a des moments où, ouais, c'était pas ouf, quoi. Mais au fond de moi, il y avait comme une lumière qui brillait. Il y avait comme une étincelle. Des fois, elle s'éteignait, un peu comme si quelqu'un venait souffler dessus. Mais au fond de moi, je savais juste qu'il y avait quelque chose, que j'avais une valeur qui méritait, qui existait, et que j'étais frustré, j'arrivais pas à la communiquer au monde, mais je savais qu'elle méritait sa place dans ce monde, qu'elle méritait d'exister. J'arrivais juste pas à trouver le chemin, la bonne lanterne peut-être pour que cette flamme donne une vraie lueur dans ce monde, pour que je puisse trouver ma place. Mais j'avais quand même un relatif amour de moi-même suffisant pour croire que malgré toutes les galères, les difficultés, etc., que je pouvais vivre, et parfois c'était difficile, euh, malgré tout, malgré tout, euh, j'avais une valeur. Et c'est ça l'amour de soi, et ça se cultive, et ça peut se cultiver aussi au quotidien. Et quand j'ai de l'amour pour moi-même, et là on en arrive à la confiance en soi aussi dans la prise de parole en public, mais même si tu le comprends, cette pyramide de la confiance, ça peut être utilisée pour bien des choses, pour se comprendre soi-même et avancer. L'amour des autres. Je ne sais pas si tu vois quelque chose à mon tableau. L'amour des autres. Plus je m'aime moi-même, plus je peux apporter de l'amour aux autres. Un amour qui n'est pas là pour gagner des choses. Hein, j'ai envie de faire un bon discours pour gagner des applaudissements, pour être apprécié. Ah bon, non, tu aurais pu faire un bon discours juste parce que tu voulais aider les gens qui étaient présents. C'est pas la même chose, c'est pas la même intention. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, en fait, si tu veux, on en revient à cette dichotomie qu'Alfred Adler présentait, donc que j'ai déjà évoqué dans d'autres lives, entre le besoin d'un être humain de reconnaissance, on a tous besoin de reconnaissance sociale. Peut-être que tu connais la pyramide du psychologue Maslow, la pyramide de Maslow. Il mettait la reconnaissance qu'on veut avoir des autres, notamment alors si je prends la parole, si je fais un live, si je suis présent, si j'ai envie d'avoir des likes, d'être apprécié, et je me sens mieux. Mais finalement, cette reconnaissance, disait Adler, ça devient une drogue. C'est normal de l'avoir, parce que déjà, en tant que petit enfant, on veut être reconnu par nos parents. On veut être apprécié, et on est dans la peur de ne pas être apprécié. Alors on doit minauder, on doit des fois sourire, parce qu'on se rend compte que quand on sourit, on obtient plus de choses, par exemple. Ok. Et donc, on apprend petit à petit, mais on vit du coup, on se crée une habitude de reconnaissance. Et des fois, on est shooté à ça. On est tellement shooté. Alors, je ne parle pas non plus des fois des difficultés qu'on a pu vivre personnellement, ou des douleurs qu'on a pu vivre aussi, ou des traumatismes, qui ont fait que finalement, on a besoin des autres pour avoir la preuve qu'on mérite d'être présent, qu'on mérite de prendre sa place, qu'on mérite de prendre la parole. Mais bien sûr, ça existe aussi, hein. Parfois, on a peur de prendre la parole en public parce qu'on ne se sent pas digne d'eux.
On ne mérite pas d'eux, on ne mérite pas d'être entendu. C'est peut-être l'une des pires situations qu'on peut connaître. Et parfois, c'est des gens qui nous ont mis ça dans la tête, parfois c'est nous-mêmes. Et ça, il faut couper tout de suite avec ce genre de mental. On est digne. On est digne, on a tous des choses à porter, une valeur à apporter dans ce monde. Qui que tu sois, tu en as une. Tu as vécu des émotions, tu as appris des choses, tu peux guider des gens dans un voyage parce que tu as fait un petit bout de chemin. Et même si tu n'as pas la science infuse sur ton chemin et que tu n'es pas un expert autoproclamé dans ton chemin, peu importe, tu peux guider quelqu'un à travers ce que tu as apporté. Donc on a tous de la valeur. Et Adler, il disait justement, et au-delà d'Adler dans la prise de parole, et moi ce que j'en pense, c'est qu'en effet, on va pas se mentir, c'est plus sympa d'être applaudi et d'avoir plein de likes que d'avoir que les dislikes ou personnes qui s'intéressent à vous. Ok, ok, c'est vrai. Donc la reconnaissance, on est tous concernés par ça. Salut Sekou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live, tu vois, ça fait pas mal de matière déjà, ça doit faire à peu près 1 h 15. Et donc, je disais quoi, voilà, donc l'amour de soi, ça va être important de le cultiver. Ah, tu es à Dakar. Très important de le cultiver parce qu'on va pouvoir entrer dans un amour avec la relation avec les autres qui va être beaucoup moins intéressé par la reconnaissance, j'ai envie de dire. Et parce que je ne suis pas dans la recherche de la reconnaissance, à ce moment-là, je ne suis pas dans la recherche de la reconnaissance, du coup je suis là pour servir les gens. Je me mets une autre intention, et ça va me guider différemment quand je prends la parole. Je vais me mettre moins de pression. Si je recherche la reconnaissance, à tout prix la reconnaissance, je me mets trop de pression sur les épaules, et ça participe à me donner du stress quand je vais prendre la parole. J'ai trop d'attentes par rapport aux gens. Voici un super outil pour cette prise de parole. C'est bien des fois d'avoir du matériel avec soi. Donc un super gobelet que j'ai eu dans un bar, le Rosa Bonheur, où en plus je vais vous dire, je suis allé il n'y a pas longtemps. Et donc, euh, prenons ce gobelet et imaginons que c'est l'amour qu'on a de soi-même qui se remplit dedans. C'est bien de s'aimer. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le narcissisme, peut-être à ne plus aimer que soi-même. Mais en tout cas, le truc, c'est que plus j'ai d'amour pour moi, plus quand je vais prendre la parole en public, je vais pouvoir me passer de l'amour des autres. Mais si par contre j'ai peu d'amour pour moi-même, alors je vais avoir besoin de beaucoup d'amour des autres pour remplir la jauge et me sentir rassuré. Et dans un live récent, quelqu'un me disait, bah moi, le moment où je suis le plus stressé, c'est pas avant la prise de parole, c'est pas pendant, c'est après. Donc là, du coup, je lui ai dit, bon bah, ok, mais si c'est après, c'est pas trop gênant, du coup, tu as quand même pu faire une bonne performance. Mais ça voulait dire en fait que cette personne, simplement, était peu sûre de ce qu'elle avait fait, et du coup, elle attendait la reconnaissance des autres, peut-être, le retour des autres, peut-être, pour savoir si sa prise de parole avait de la valeur. Et pourtant, ça, on devrait le sentir quand on échange avec les gens, pendant la prise de parole, parce que on les regarde, on a parlé au début du live du regard, on les regarde, on est connecté à eux. Donc, normalement, on devrait savoir ce qui se passe et ce qu'ils ressentent les gens pendant notre prise de parole. Et normalement aussi, notre contenu, on devrait l'avoir réfléchi, bien sûr, dans l'intérêt du public. Qu'est-ce que les gens qui vont écouter ce discours vont pouvoir en retenir, vont pouvoir en garder? Et donc, si je suis dans une énergie d'amour des autres, et je vous invite à avoir cette énergie-là quand vous prenez la parole dans un live, comme maintenant, que ce soit dans une conférence, dans une optique de se dire, ok, je suis pas en mode protection là face aux autres qui vont me juger. C'est pas mon tribunal, c'est pas mon procès. Je suis là pour leur apporter de l'amour. Je vais être comme un soleil rayonnant. Qu'est-ce que fait le soleil? Le soleil, il apporte des rayons lumineux, donc il apporte peut-être des idées, une réflexion, une expérience, une sagesse, un sourire peut-être, une interaction, une connexion. Et puis en même temps un soleil, et donc je vous invite même avant de prendre la parole à visualiser que vous êtes ce soleil, à le ressentir, à prendre une bonne respiration, à ressentir que vous êtes ce soleil. Et ce soleil, il apporte de la lumière, mais aussi de la chaleur. Et on en revient justement à l'idée que j'apporte pas simplement de la connaissance, j'apporte aussi, et je dois apporter massivement, et mettre ça même en avant, en priorité, de la relation avec le public. Je suis là pour co-créer avec lui et le servir. Et c'est un autre type d'énergie. Et quand j'ai franchi toutes ces étapes, à ce moment-là, parce que je me suis libéré, peut-être pas à 100%, mais je me suis beaucoup libéré du besoin d'amour des autres, alors je peux leur apporter beaucoup plus en fait. Et je peux rentrer dans ce que Frédéric Adler, pour terminer la boucle sur Adler, appelait, alors il critiquait, je vous ai dit, le sentiment de reconnaissance, en disant c'est normal de l'avoir, mais il faut pouvoir s'en détacher. Et par contre, ce qu'il nous disait, c'est que
le plus important pour un être humain pour vivre une vie aboutie où on se sent vraiment heureux et bien, c'est de vivre, et pas forcément en ayant ça qui soit reconnu par tout le monde, c'est de vivre un sentiment de contribution au monde. Je sens que je contribue, vraiment je le ressens, et que j'ai apporté ma pierre à l'édifice de quelque chose qui pour moi était important. Eh bien ça, nous dit Adler, c'est ce qui peut faire qu'en tant qu'être humain, on est summum en fait de son expérience. Ah, bien sûr, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais je trouve que c'est une façon de voir assez intéressante et qui nous amène en plus à renforcer cette idée que oui, on n'est pas là à vivre nos vies séparément des autres, mais c'est notre job en tant qu'être humain d'aller construire des relations, d'aller lancer des liens, des connexions à des gens qui peut-être vont pouvoir matcher avec nous. Il ne s'agit pas d'envoyer voilà, aux gens qui ont l'air flippants dans la rue, d'aller leur parler forcément, ok. Mais par contre, voilà, d'aller chercher, d'aller créer de la relation, et c'est ce qui peut permettre aussi de rendre ce monde un petit peu meilleur. Voilà, donc ça c'est donc la pyramide de la confiance en soi, d'ailleurs que j'ai pas complètement terminé, mais je vois que le temps passe, et donc je vais pas développer ce sujet-là. Mais pour pouvoir avoir les bonnes actions, il reste ici quelque chose qui est sur le socle. Sais-tu ce que c'est? Je te laisse un instant si tu vois ce live en replay ou si tu es présent pour me dire qu'est-ce qu'on a avant de rentrer dans des actions qui vont permettre le dépassement de soi. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Alors je ne sais pas si vous avez des idées, mais sinon je vais trancher dans le sujet. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais parce que là on rentre en fait dans un univers qui est énorme en soi, justement. C'est les croyances. L'univers des croyances. Les croyances que j'ai dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? D'accord, je vous montre le schéma un petit peu ici. Voilà. Les croyances. Et ça va déterminer finalement tout le reste. Parce que si j'ai pas les bonnes croyances dans la tête, je n'irai pas poser les actions, je n'aurai pas la fierté, l'estime de soi, l'amour de soi, pour les autres. Tout ça, je peux le connaître de façon intellectuelle, mais après, il faut que ça s'inscrive, ce schéma en quelque sorte s'inscrive dans notre vie, dans notre chair, pour nous faire évoluer. Et donc, les croyances qu'on va avoir vont déterminer complètement la qualité, au-delà de la prise de parole, même la qualité de notre vie. Et on est tous cernés de croyances. Et moi, le premier, avant de faire un live, dans ma vie quotidienne, j'ai mes croyances comme tout le monde, des croyances qui parfois peuvent me pousser en avant, ce qu'on peut appeler des croyances ressources. C'est une ressource, je crois que je peux réussir à faire ça, j'ai confiance dans ceci, dans cela, je crois qu'il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et puis des fois, des croyances qui font que certaines choses, je ne vais même pas oser aller penser à. Pendant très longtemps, donc j'étais dans l'enseignement uniquement, et il était inimaginable, et même ça m'intéressait même pas, de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat et de devenir coach dans la prise de parole en public. Et j'étais pas en recherche spécialement d'argent. D'ailleurs, c'était pas quelque chose, l'argent que j'honorais en particulier. Pour moi, il y avait d'autres choses importantes dans la vie, et je suppose que pour toi aussi. Voilà, mais qu'il y a d'autres choses importantes en tout cas. Mais si tu veux, à un moment donné, rentrer dans l'entrepreneuriat, ça a été pour moi, par exemple, renouer avec un esprit beaucoup plus d'aventure qu'on avait moins quand j'étais moins dans le cadre de l'éducation nationale. Eh bien, ça m'a amené à travailler sur moi et à casser des croyances et à devoir poser des actions massives, fierté, estime de soi, amour de soi, etc. Et je dis pas que ce schéma, évidemment, je le vis de façon parfaite, mais il m'aide à mettre de la conscience sur le processus et à rester focus sur comment avancer et aller chercher mes croyances, qu'elles soient conscientes ou qu'elles soient inconscientes. Et je ne peux que t'inviter aussi à lister les croyances, c'est ce que je fais dans les programmes aussi, on travaille sur les croyances notamment qui nous limitent dans une communication optimum, une communication où on va vraiment prendre du kiff et prendre du plaisir à parler avec les autres, quelle que soit la taille du public, on travaille bien sûr sur les croyances internes. C'est important pour apprendre à les transformer, les modifier et avoir des croyances qui nous soutiennent parce que nos pensées, c'est ce qui nous guide au quotidien. Mais nos pensées sont guidées par notre inconscient qui propulse les pensées, pof, 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 comme des petites bulles qui éclatent dans tous les sens et nous, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Travailler sur les croyances, c'est reprendre le contrôle sur le flot des pensées. Comme quelqu'un qui va faire la méditation prend le contrôle sur son mental, en quelque sorte, là on va prendre le contrôle sur le flot des pensées en travaillant sur des croyances limitantes et en les reconfigurant. Et ça, c'est un travail qui peut être intéressant à faire aussi pour pouvoir dépasser ses limites dans la prise de parole en public. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va concerner à la fois le mental et le subconscient, puisque à force de travailler sur ces croyances, on finit par les modifier petit à petit. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions
parmi tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on a vu, parmi vous, parmi ceux qui sont encore présents. Donc voilà, s'il y a des questions qui vous viennent, même après, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je lirai, ou bien à m'envoyer un message privé. Et je vais terminer ce live en vous parlant aussi donc d'une nouvelle offre pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur prise de parole en public. Donc là, si tu n'as pas envie d'aller plus loin et que ça t'a apporté suffisamment de billes, c'est très bien. Si tu prends vraiment ça au sérieux et que tu as envie d'avancer, que tu as le besoin d'avancer, je t'invite vraiment à écouter parce que ce programme, il est juste énorme et je pense qu'il n'y en a pas d'équivalent en France, tout simplement. Voilà, c'est pas pour se la raconter que je dis ça, mais j'ai jamais vu autre chose d'équivalent. Je mettrai des liens dans la description de cette vidéo après l'avoir fini pour présenter à ceux qui voudront aller voir cette offre. C'est une offre qui va permettre de travailler sur vraiment l'idée, c'est de faire de toi un speaker libre. Libre de s'exprimer comme il l'entend pour que sa voix puisse porter dans ce monde. Et ça veut dire travailler sur 3 choses essentielles, ce qu'on va voir dans un programme qui va s'étendre sur 9 semaines. Et ce programme, on va travailler quoi? Que tu puisses donner un contenu qui soit le plus impactant possible, les structures, l'introduction, le contenu, la persuasion, on va voir ces éléments-là. C'est important de savoir pour que même en improvisation, tu aies des idées qui te viennent et que tu puisses les structurer plus facilement. Après, évidemment, tu as besoin de savoir ça et après, tu vas gagner en liberté, bien sûr, mais tu as des clés que tu as besoin de connaître pour être vraiment impactant. Et j'ai envie de citer d'ailleurs Bruce Lee, j'adore citer Bruce Lee, grand philosophe du XXe siècle, entre 2 combats de kung-fu. Et Bruce Lee il disait, apprendre les règles, maîtriser les règles, briser les règles. Apprendre les règles, maîtriser les règles, briser les règles. Apprenez les bonnes choses de la prise de parole, mais sans s'y enfermer, parce qu'un temps viendra, où bien sûr, et peut-être ce temps il viendra peut-être plus vite pour toi que tu ne le crois, où tu pourras briser les règles, entre guillemets. Et tu te rendras compte qu'en art oratoire, il n'y a aucune règle. Mais la première des choses, c'est d'apprendre quand même les bases, la structure, la persuasion, capter l'auditoire, comment ça se passe. La deuxième chose, c'est que tu puisses communiquer avec ton public de façon subliminale, j'ai envie de dire. C'est le langage de ton corps, c'est c'est le son de ta voix, c'est ta façon de moduler tes mots, c'est ta gestuelle, c'est ta posture, c'est la présence que tu as, c'est le fait d'être ici et maintenant dans ce que tu fais. Et pas être dans tes peurs, dans ta tête, dans tout ce qui va te freiner, dans ton stress. Donc apprendre à se libérer de ça pour développer ce que j'appelle le charisme oratoire. Et ça, il faut comprendre les principes et s'y entraîner. Et petit à petit, ça devient comme un jeu et tu t'améliores et tu vas sentir que tu as beaucoup plus d'efficacité pour connecter avec les gens. Et le charisme oratoire, la façon d'être corporellement, physiquement, d'aller chercher, de regarder les gens, toutes ces choses-là, la façon de respirer quand tu es sur scène, tous ces ingrédients sont essentiels. C'est un peu comme pour un chanteur. Un chanteur, si André il n'apprend pas à respirer par le ventre pour chanter, ça va être compliqué, c'est censé être la base. Eh bien, pour un speaker, un orateur, pareil. Il y a une base aussi à découvrir, à apprendre, pour que simplement par ta présence devant les autres, tu crées déjà une relation. Et que ce soit quelque chose qui crée une confiance. Un certain rayonnement, ce qu'on appelle aussi le charisme parfois. Donc ça, c'est la deuxième étape du programme. Et la troisième, c'est justement de te libérer de la peur de parler en public pour te connecter à ton authenticité, être le plus authentique possible et être capable de vraiment libérer. En fait, le truc, c'est que quand tu es authentique et quand tu es réel, ce qui va faire que ça connecte avec ton public vraiment, c'est que tu vas l'autoriser en retour inconsciemment, tu vas l'autoriser à en faire de même. On quitte le bal des masques, on fait sauter les masques, hein, le bal des faux culs, j'ai envie de dire, on abandonne tous les déguisements. Nous, on se montre dans notre vérité. En faisant ça, j'autorise le public, dans sa future prise de parole, à faire de même, à faire la même chose. Je l'autorise à être libre. Je l'autorise, par exemple, à se reconnecter à l'enfant qui est en lui et à en exprimer d'une façon énergétique cette part d'enfant, à certains moments, peut-être, de ses prises de parole, se sentir libre de le faire. Et plus je suis libre de m'exprimer comme je l'entends, plus je libère les autres. Et c'est pour ça que dans la communauté que j'ai créée, d'ailleurs, si tu n'es pas dans le groupe, tu peux aller dans le groupe Les Speakers Libres. La communauté Les Speakers Libres, c'est se libérer soi-même pour prendre la parole comme on l'entend. Mais être un speaker libre, c'est aussi en fait libérer les autres. Parce que ta façon d'être, de te comporter, de parler, de t'exprimer, de partager une émotion avec ton public, c'est ce qui va le libérer aussi, qui va lui permettre de devenir lui aussi un peu plus libre dans sa communication, qu'elle soit avec 100 personnes, 1000 ou une personne.
et de finalement devenir un peu plus lui-même. Parce que quand je parle de speaker libre, ce speaker, il est déjà en nous, mais il est enchaîné. On l'a enchaîné derrière tout un tas de peurs, tout un tas de choses qu'on ne s'autorise pas à faire, et on a besoin d'avoir un espace pour créer ça, pour développer ce speaker intérieur et le faire grandir. Et donc le programme que j'offre et qui va commencer qui va être le 20 novembre, si je ne me trompe pas, ça va être sur 9 semaines. Ce sera des masterclass qui auront lieu chaque semaine, donc dans lesquels il y aura des modules, et dans chaque, vous pourrez avoir dans le programme, chaque module, c'est des échanges avec vous, avec toi, et en même temps, bien sûr, beaucoup de contenu pour que tu puisses avancer sur chacun des points que j'ai présentés. Mais comme il ne s'agit pas d'une simple formation, mais je veux une véritable transformation, parce que le but, c'est pas juste de manger du contenu, c'est aussi que tu te transformes. Il y a des exos à faire, des choses challengeantes, qui sont bien sûr pédagogiquement réfléchies pour que ce soit adaptable pour toi, que ce soit facile pour toi. Et du coup, entre les semaines, entre les masterclass, on échange en groupe, avec le groupe, c'est en groupe tout ça, sur WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp spécifique où je peux te faire du retour sur ce que tu crées, sur ce que tu produis. Tu nous partages les difficultés dans tel exercice, tu nous partages les prises de parole que tu as eu à faire récemment ou que tu vas devoir faire. Bref, on crée une vraie communauté des speakers libres qui échangent régulièrement, en permanence, sur WhatsApp, qui se retrouvent dans les masterclass. Et comme ça, avec les exos, le suivi personnalisé et, et un temps de travail qui est suffisamment long sur 9 semaines, et ton engagement, bien évidemment, eh bien en 9 semaines, tu as un shift complet, une transformation complète de tes capacités de speaker. Et je peux te dire que ce programme-là, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à prendre la parole dans leur travail. Voilà, j'ai en tête certaines personnes qui ont déjà fait la version précédente de ce parcours, qui ont pu se libérer et même être remarquées et reconnues et appréciées parce qu'elles prenaient la parole tout d'un coup. Et elles le faisaient bien et c'était apprécié. Donc quel serait pour toi l'impact dans ta vie si la communication devenait fluide et que tu pouvais t'autoriser à le faire quand tu le sens, même si tu as un peu de nervosité, tu apprends à le gérer, à le dépasser. Qu'est-ce que ça doit changer dans ta vie? Donc ce programme Les Speakers Libres, je vais mettre les liens, donc tu pourras voir toutes les informations dessus. Ça commence le 20 novembre, il y a un prix de lancement actuellement, puisque ce programme-là, il sera à 750 euros dans quelques temps, en fait. Et là, actuellement, il est à 540 euros jusqu'à dimanche soir, dimanche minuit, si je ne me trompe pas, ça doit être marqué sur la page. Donc si ce programme te parle, bah, je t'invite à aller voir. Voilà, je ne t'ai pas parlé des bonus et compagnie, etc. Tout ça, c'est présent dans la page. Et tu pourras ainsi pouvoir aller beaucoup plus loin dans ta prise de parole en public. Dans tous les cas, si tu as suivi ce live, si tu le regardes maintenant, c'est que tu es quelqu'un qui a envie de t'améliorer dans ta prise de parole, de progresser. Et l'étape suivante, bien sûr, tu peux aller voir ce programme si ça fait sens pour toi de le découvrir, c'est aussi d'aller, et c'est gratuit, d'aller t'inscrire dans le groupe Les Speakers Libres. Fais ta demande d'adhésion au groupe Les Speakers Libres, parce que voilà, j'apporte des contenus, des idées de temps en temps, et surtout, j'offre la possibilité à des personnes peut-être aussi de parler aussi de leurs expériences, de faire des vidéos, je donne des petits challenges. C'est un groupe qui vient de commencer, mais ça pourrait être une belle expérience pour toi, un pas de plus, aussi un step supplémentaire d'entrer dans ce groupe. Voilà, ce live touche, je vais y arriver, à sa fin. Combien aujourd'hui? 1 h 30, ça va. C'est pas mal, c'est honnête pour un live. Un peu long peut-être, je sais pas. Ok, j'espère que tu as apprécié. J'ai essayé d'apporter un maximum de valeur. Eh bien, il y aura d'autres lives de toute façon. Je te dis à très très bientôt. Une excellente fin de week-end et un conseil. Passe à l'action. Quelles que soient tes croyances limitantes, passe à l'action. Voilà, et va saisir les occasions de prendre la parole en public. Et moi, je te dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao.